Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les transformations nucléaires dans laquelle je vais présenter l'aspect énergétique de ces transformations. Pour présenter les énergies associées à une transformation nucléaire, je vais partir d'un exemple avec donc la désintégration du radon 222 en polonium 218 et qui libère donc un rayonnement alpha, c'est-à-dire un noyau d'hélium. J'ai mis une étoile donc sur le polonium pour indiquer ici qu'en fait le noyau de polonium qui est produit par la désintégration est formé dans un état excité. Ce noyau ne va pas rester excité éternellement et il va libérer donc de l'énergie sous forme d'un rayonnement gamma et va devenir donc du polonium 218 sans l'étoile, ce qui indique maintenant qu'il est au repos. Donc c'est en regardant donc l'ensemble maintenant, on peut regarder toutes les énergies qui sont associées à cette transformation. Je commence tout d'abord en faisant l'inventaire sur les masses de mes produits et de mes réactifs. Donc au cours de la transformation, on a la masse finale, donc la masse finale, c'est-à-dire la masse du noyau de polonium et la masse de l'hélium, qui est inférieure à la masse initiale, c'est-à-dire à la masse de mon noyau de radon. Ici, cela veut donc dire qu'il y a une variation de masse qui est négative, et cette variation de masse est en lien avec une énergie que j'appelle EM, qui est égale à delta M C carré. Cette énergie donc est négative, c'est ce que l'on appelle l'énergie de masse, donc la perte d'énergie de masse au cours de la désintégration nucléaire. Ensuite, une fois donc la désintégration effectuée, les noyaux de polonium et le noyau d'hélium qui sont obtenus ont une certaine vitesse et sont éjectés. Donc s'ils ont tous les deux une certaine vitesse, alors il y a une énergie qui est associée que l'on appelle EC qui vaut 1/2 de mv carré, m étant la masse donc, de chaque particule pour le calcul de EC, et qui est de l'énergie cinétique. Et enfin, donc je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu donc émission d'un rayonnement que l'on appelle rayonnement gamma, ici, qui est donc en fait une onde électromagnétique, et une onde électromagnétique possède une certaine énergie qui est égale à h fois nu, nu étant la fréquence de l'onde. C'est ce que l'on appelle ici de l'énergie de rayonnement. Le fait que l'énergie de masse soit négative nous indique qu'il s'agit donc ici d'une énergie libérée, donc d'une transformation exothermique. Et donc cette énergie de masse est transformée donc en énergie cinétique et en énergie de rayonnement. L'énergie cinétique qui correspond donc à la vitesse des particules va être en lien avec l'agitation thermique, donc la température qui va augmenter. Et l'énergie de rayonnement, elle, est donc liée à ce qu'on appelle les rayonnements ionisants, qui sont des rayonnements très énergétiques et qui peuvent donc avoir des influences sur les organismes vivants. Donc pour conclure, une transformation nucléaire est une transformation exothermique. L'énergie libérée qui est de l'énergie de masse est transformée donc en énergie cinétique pour les produits, qui est en lien donc avec l'augmentation de température du milieu extérieur, et elle est également transformée en énergie de rayonnement, qui possède donc une très grande énergie et est en lien avec ce que l'on appelle les rayonnements ionisants. Voyons maintenant donc des applications de cette libération d'énergie par une transformation nucléaire. Donc je vais considérer le cas donc de la fission de l'uranium 235 qui a pour équation de fission donc un noyau d'uranium 235 bombardé par un neutron qui donc se fissionne en krypton 92, en barium 141 et qui libère 3 neutrons. Ce qui veut dire ici donc que si je prends un noyau d'uranium, que je envoie un neutron dessus, je vais former donc 2 noyaux krypton et barium et je vais libérer 3 neutrons. Ces 3 neutrons vont être libérés avec une certaine vitesse et vont donc pouvoir, là encore, aller rencontrer des noyaux d'uranium. Donc un noyau d'uranium qui va donc libérer 3 neutrons, un autre noyau d'uranium qui va libérer 3 neutrons et enfin un autre. Ce qui veut dire que je suis passé d'un neutron sur un uranium à 3 neutrons, 9 neutrons. Si je continue ainsi de suite, je vais obtenir 27 neutrons et ainsi de suite. On voit que le nombre de neutrons qui est produit augmente donc de manière exponentielle et donc si on laisse la réaction se faire, elle va s'emballer. C'est ce que l'on appelle ici une réaction en chaîne.
Donc, suivant l'utilisation que l'on veut faire de cette réaction de fission de l'uranium, donc soit on décide de laisser la réaction se faire naturellement et donc elle va s'emballer, soit on peut contrôler le flux de neutrons qui est produit. Si on contrôle le flux de neutrons produit, on est dans le cas d'une centrale nucléaire ici à fission avec de l'uranium. Donc une centrale nucléaire réalise dans son réacteur ici les réactions de fission de l'uranium. Il y a donc production de neutrons et les barres ici que l'on appelle barres de contrôle sont plongées dans le réacteur et permettent donc d'absorber une partie des neutrons. En enlevant ou en baissant les barres, on contrôle donc le flux de neutrons et donc la réaction de fission. Au cours de cette réaction, on a donc production d'énergie qui est donc exothermique et qui va donc vers l'extérieur, qui va donc chauffer un circuit primaire d'eau. Cette eau est également en contact après avec un circuit secondaire. Ce circuit secondaire va générer donc de la vapeur d'eau qui va pouvoir faire tourner une turbine reliée à une génératrice. Une génératrice est constituée d'électroaimants et le fait de faire tourner un aimant autour d'un autre aimant va générer une tension électrique qui est ensuite envoyée vers un transformateur pour être envoyée vers les utilisateurs. On a donc ici le principe de fonctionnement d'une centrale nucléaire. L'eau ici qui a été vaporisée passe ensuite dans un circuit de refroidissement et ce cycle continue régulièrement. Si on ne contrôle pas le flux de neutrons produit lors de la réaction de fission, on se retrouve dans le cas d'une bombe atomique. Donc une bombe atomique également appelée bombe A est constituée d'un détonateur sur une charge qui va envoyer de la matière fissile, ici de l'uranium, sur un autre bloc d'uranium. L'explosion va envoyer violemment le bloc sur le deuxième, ce qui va générer la réaction de fission qui ne sera absolument pas contrôlée et on aura donc une réaction en chaîne et une explosion. Les bombes atomiques ont été utilisées 2 fois dans l'histoire de l'humanité, donc en août 1945 sur les villes d'Hiroshima et Nagasaki. Et elles ont été utilisées par les Américains sur 2 villes japonaises. Pour finir, une vidéo d'une explosion d'une bombe atomique lors d'essais américains effectués dans les années 60 dans l'atoll de Bikini dans les îles Marshall, dans le Pacifique.